Vous avez choisi Chérifla TV pour vous informer, vous avez parfaitement raison, merci infiniment de votre constante fidélité. Voici venu l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité nationale et internationale. Au sommaire de cette édition, après le deuil national de 3 jours observé par le Mali, suite à l'explosion de la voiture piégée sur le site du MOC avec un lourd bilan, l'opposition, la majorité présidentielle, la société civile ainsi que les chefs religieux ont fait savoir leur cri du cœur face à ce drame à travers un grand meeting. C'était ce samedi matin en face de la cité administrative au monument de la paix pour exprimer leur compassion à l'ensemble des victimes. Voilà donc une nouvelle ère souffle sur la première puissance économique mondiale depuis ce vendredi 20 janvier avec l'arrivée du 45e président des États-Unis d'Amérique. Donald Trump a prêté serment devant une foule immense pour prendre les rênes du pouvoir pendant les 4 prochaines années. Les temps forts de cette investiture dans cette édition. Et nous sommes le samedi 21 janvier 2017. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information sur Chérifla TV. Suite aux malheureux événements de Gao mercredi dernier, la classe politique malienne, la société civile ainsi que les représentants des mouvements armés du Nord signataires de l'accord de paix se sont tous mobilisés ce samedi matin pour un meeting de soutien aux victimes de l'attentat perpétré contre le site du mécanisme opérationnel de coordination. Les marcheurs composés de figures de proue des différents partis politiques avec en première ligne le chef de file de l'opposition, ont tous convergé vers le monument de la paix, un grand symbole pour dénoncer les attaques à répétition commises surtout dans le septentrion du Mali. Ce grand rassemblement est également un soutien aux victimes de la tragédie survenue au camp militaire de Gao. Les acteurs politiques maliens et les représentants des confessions religieuses du Mali déplorent et condamnent avec fermeté cette attaque ignoble. Ils en appellent tous à la vigilance et au sens de responsabilité des autorités maliennes face à de tels drames. Nous vous proposons des réactions poignantes de quelques personnalités présentes à ce meeting ce samedi matin. Oui, nous sommes au monument de la paix et nous sommes à la recherche de la paix et nous sommes sur le symbole de la paix, cet espace. Et la marche d'aujourd'hui a d'une importance très capitale parce que la paix n'a pas de prix. N'est-ce pas? Nous sommes là pour inviter les uns et les autres à revenir à la paix, à chercher la paix. Parce que c'est ça la volonté, c'est ça le désir, c'est ça les souhaits de toutes les populations, quel que soit leur bord. Bon, vous savez, moi je profite de votre micro pour présenter mes condoléances à toutes les familles de victimes de cette barbarie, parce que c'est vraiment une barbarie. Nous sommes vraiment attristés par ce qui s'est passé le 18 janvier à Gao, à la surprise générale, à la surprise de tout un chacun. Et je lance un appel aussi à tous les acteurs de la paix, au mouvement signataire, pour que cette action ne soit pas un découragement. Parce que l'objectif même de cette attaque, c'est pour semer la terreur, c'est pour décourager les uns et les autres, et c'est pour créer la peur dans les poitrines de tout un chacun. Alors, mon appel, c'est qu'il ne faut pas céder à cette provocation qui a pour objectif, n'est-ce pas, de décourager tout le monde à la recherche de cette paix. C'est un acte républicain, vous avez pu le voir, sans aucune coloration politique. Ce sont les filles et les fils de ce pays-là qui se donnent la main et qui disent non à une barbarie, qui disent non à une tragédie. Et aujourd'hui, je pense que plus que jamais, nous devons tous rester sereins. Nous devons tous combattre ce fléau-là, cette gangrène qui se répand et la combattre de toutes nos forces. Ce n'est pas aujourd'hui un combat strictement militaire, c'est un combat aussi de matière grise, où il faut sensibiliser, où il faut éduquer, où il faut faire comprendre aux plus jeunes que ce n'est pas cette voie-là qu'il faut emprunter. Donc je crois aujourd'hui que le message est très bien passé
Et nous envoyons aussi un message à l'extérieur du Mali pour montrer que nous sommes tous unis. Que quand il s'agit de la lutte contre le terrorisme, c'est toutes les Maliennes et tous les Maliens. Ce monument est le monument de la paix. Le Mali est aujourd'hui attaqué parce que nous nous battons pour amener la paix, pour amener la concorde, pour amener la cohésion et l'unité nationale chez nous. Cette journée est plus que symbolique, puisque c'est l'ensemble de la classe politique malienne, opposition, majorité, société civile. Donc c'est le peuple malien en miniature qui était là, pour dire non au terrorisme, pour dire non au radicalisme, pour dire non à cette violence barbare et dire que notre pays n'est fort que devant l'adversité et que le peuple malien est un grand peuple. Et tous ceux qui pensent pouvoir avoir raison de notre pays se trompent. Donc voilà pourquoi, très ému, je dirais également que c'est un message fort adressé à ceux qui aujourd'hui n'ont pas compris qu'ils ont affaire à une grande nation et qui pensent qu'à travers ces actes qui peuvent ajeunir notre pays. Non, nous serons là, debout, main dans la main comme un seul homme, pour sauver cette patrie qui nous a été léguée par nos ancêtres. Et nous ferons en sorte que la paix soit de retour dans ce pays. Nous ferons en sorte que l'unité nationale soit une réalité dans ce pays. Nous ferons en sorte que le peuple malien se relève de ce... Je pense que c'est ceux qui sont engagés pour le processus, ces processus qui ont été attaqués, notamment le Mali, les mouvements armés. Je pense qu'au contraire, cela créera les conditions pour qu'on se donne encore la main et dire qu'il y a d'autres ennemis qui ne veulent pas de la paix. Il y a d'autres ennemis qui ne veulent pas de l'unité nationale de notre pays. Il y a d'autres ennemis qui ne veulent pas que notre pays se développe. Je pense que c'est un message et ce message déjà est transmis à ceux qui pensent qu'il pourra avoir raison dans notre pays. Donc c'est vrai que nous sommes meurtris, mais... Ce rassemblement, la signification que je donne à ce rassemblement, c'est une signification d'unité. J'ai été assez contente et très heureuse de voir aujourd'hui que toutes les têtes pensantes de ce pays qui souhaitent le diriger un jour se sont donné la main et sont allés au-delà des choix partisans et se sont unis ici pour montrer au peuple malien qui sont avec eux, qui sont derrière eux, qui sont sur tous les plans avec eux. D'abord, je salue cette initiative. Ensuite, au-delà de ce recueillement, il faut que les gens comprennent. L'enjeu est très grave et la situation est très critique. Comment nous pouvons comprendre que sur un lieu de rassemblement qui s'appelle le MOC, qui est le socle même de l'accord de paix, parce qu'il faut reconnaître que c'est ce MOC-là et les membres qui composent ce MOC-là qui doivent sécuriser les autres zones et les autres tenants et aboutissements de l'accord. Donc si eux sont attaqués, on se pose la question, la mise en œuvre même de l'accord peut être remise en cause. Si ce constat est fait, il faut qu'on aille au-delà du recueillement, qu'on comprenne que le Mali est aujourd'hui au milieu d'un intérêt géostratégique qu'il faut que nos responsables, nos gouvernants comprennent et analysent la situation en fonction de cela. Je disais qu'on est un pays souverain, on a une armée régalienne. Toutes nos décisions doivent être gérées de cette façon. C'est-à-dire, nos réponses doivent être pour l'intérêt du Mali. Notre armée et son commandement doivent être dirigés en fonction de ce même intérêt. Un responsable de pays, des gouvernants, ils sont là pour l'intérêt du pays. Donc il faut qu'ils agissent et que les décisions, les actions qu'on va voir dans les mois, dans les jours, dans les semaines à venir, aillent au-delà, aillent dans ce sens-là, que nous, les citoyens, le peuple malien, on comprend qu'ils ont pris la pleine mesure de la situation et que les réponses vont être apportées dans ce même sens-là. L'armée, son commandement, sa gestion, ses actions doivent aller dans ce sens-là. L'intérêt du Mali que du Mali seulement. Et les décisions politiques, militaires, doivent tous être prises pour apporter la réponse, pour nous donner l'espoir que l'accord de paix qu'on a accepté dans la douleur peut avoir un aboutissement heureux. Voilà, un message bien passé sur les ondes de Cherifla TV. Je vous le disais dans notre édition d'hier, une rencontre a eu lieu jeudi dernier à la cité administrative de Bamako à l'initiative du ministère des Affaires religieuses et du culte avec les leaders religieux maliens, toutes confessions confondues pour des prières à l'endroit des victimes de l'attaque de Gao. Dans la même journée, le GLSM, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, a tenu à faire une déclaration dont voici la teneur. Vous savez, comme Chérif Ousmane Madane Aïdara l'a dit, nous aussi, au niveau du groupement, nous condamnons avec fermeté
ce qui s'est passé à Gao, cet acte barbare, cet acte ignoble. Vraiment, nous le condamnons avec fermeté. Qu'est-ce qui est l'objectif recherché par ces terroristes-là? C'est pour créer le doute entre les gens qui veulent faire la paix. Donc, on va leur répondre que nous n'allons pas reculer. Inch'Allah, les Maliens sont décidés. La plateforme, le gouvernement, la CEMA, l'ensemble des Maliens aujourd'hui sont décidés à faire la paix. Ces patrouilles mixtes, Inch'Allah, sera une réalité dans les jours à venir. Si vous assassinez aujourd'hui 77, 80, 100 personnes, demain nous allons amener d'autres personnes qui sont prêtes à faire la paix, qui sont prêtes à se sacrifier pour le Mali. Nous sommes tous des soldats pour la paix au Mali. Nous sommes tous des combattants. Aujourd'hui, nous qui ne portons pas des armes, Inch'Allah, nous sommes aussi prêts à porter des armes s'il faut pour la paix, pour que le Mali retrouve la paix, pour que le Mali retrouve la quiétude. Donc, nous lançons un appel à l'ensemble des acteurs qui ont signé cet accord de paix. Vraiment, il ne faut pas qu'ils se découragent. Découragement n'est pas malien. Il faut qu'ils se donnent la main. Il faut qu'ils acceptent qu'aller vers la paix n'est pas facile. Aller vers la paix, il y a des obstacles. Aller vers la paix, il y a des difficultés. Il faut qu'on surmonte ces difficultés-là. Tout cela, c'est des obstacles vers la paix. Vraiment, nous croyons fermement ici et que nous allons arriver à cette paix tant attendue par le peuple malien. Donc vraiment c'est ça le message aujourd'hui du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, de son président, des vice-présidents, de l'ensemble de nos membres qui sont au Mali, à l'extérieur et partout. Vraiment, vive la paix au Mali, voilà le message que le groupement des leaders spirituels musulmans avait à lancer par rapport à cet attentat lâche. Voilà, sur un tout autre plan maintenant, l'axe Ankara-Bamako se renforce à travers un acte concret posé ce matin. Les deux centrales syndicales du Mali, l'UNTM et la CSTM, sont allées accueillir à l'aéroport international Modibo, président Modibo Keïta de Sénou, ce samedi matin, une délégation composée de responsables de syndicats de la Turquie. Cela s'inscrit parfaitement dans le cadre d'un partenariat fécond entre les deux peuples. Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly nous font le compte-rendu ici. Une importante délégation turque composée du président du syndicat de la santé de la Turquie a été accueillie à Bamako par l'UNTM. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec l'UNTM. Il est venu ici principalement dans le cadre d'un partenariat signé avec de coopération bilatérale, signé avec M. Yakoua Katile de l'UNTM et des messieurs de la CSTM. Donc ce partenariat repose principalement sur le partage d'échanges et d'informations entre nos trois confédérations. C'est un partenariat aussi qui va principalement concerner donc ce que nous pouvons apprendre de nos confrères ici et ce que partenariat donc sur l'échange d'informations et de connaissances. Nous avions réalisé au mois d'octobre 2016 un symposium intitulé « Le syndicalisme dans le monde musulman » auquel nous avions convié donc nos amis et confrères, camarades syndicalistes. Cette visite, selon les responsables de l'UNTM, vient à point nommé car elle se tient à un moment important de la vie de l'UNTM. Nous les recevons ici dans le cadre de la coopération syndicale. Je voulais rappeler tout simplement qu'au début du mois d'octobre, nous avons été invités par nos camarades de Memroussen, les plus grands syndicats, en tout cas dans les domaines de la fonction publique en Turquie, qui, à travers un colloque international dont le thème principal était basé sur les syndicats dans le monde musulman, comme il a dit tantôt, et au niveau de toutes les organisations internationales, il y a des structures sociaux et économiques qui, à des moments donnés, ont leurs mots à dire, ne reste que vraiment des avis par rapport à des politiques qui concernent en tout cas les travailleurs qui vivent dans ces différents pays. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons été effectivement en Turquie pour ce symposium. Et
un accord de coopération a été signé entre les différentes centrales syndicales et Memursen, qui est le syndicat turc. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont souhaité nous rendre visite pour s'imprégner de nos réalités, parce que c'était vraiment un symposium d'échange. Nous avons des réalités qu'ils ne vivent pas, tout comme ils ont d'autres réalités que nous ne vivons pas. Il s'agit d'échanger vraiment dans le cadre, en tout cas, des relations entre employeurs et travailleurs, entre syndicats, afin de nous renforcer davantage pour la cause des travailleurs. Rappelons que l'UNTM et la CSTM sont les initiatrices de ce partenariat fécond entre le syndicat des travailleurs du Mali et ceux de la Turquie. Une belle action caritative à l'endroit des orphelins maliens. L'œuvre est celle de l'ONG Al-Farouk qui vient de faire don d'une enveloppe colossale de 135 millions de francs CFA pour venir en aide à près de 418 orphelins. C'est tout naturellement le siège de la dite ONG à Amdallaï ACI 2000 qui a servi de cadre pour la cérémonie de remise de chèques aux ayants droit. Ousmane Sogoré et Seydou Niaré étaient présents pour Chérifla Actualité. L'islam est loin d'être une religion de haine comme tentent de le véhiculer les terroristes, commettant un peu partout des attentats au nom de cette noble religion. Heureusement, il n'y a pas un seul coin du monde où les vrais croyants n'apportent la contradiction à cette image de haine que des adeptes du Satan tentent de coller à l'islam. Un exemple concret vient d'être donné par l'ONG islamique Al-Farouk en partenariat avec Dubaï qui vole au secours de 418 orphelins du district et des régions pour un montant total de 135 millions de francs CFA. 418 orphelins, la majorité réside à Bamako. Certains sont des Bafoulabé, Yanfolila, d'autres sont des Kaï et des Mopti. Bamako, il y a 340 orphelins qui ont bénéficié de l'appui de l'ONG. Les orphelins de Bamako et ceux de l'intérieur du pays font 418. Le parrainage de ces enfants s'élève à 135 millions de nos francs. Ce montant sera réparti entre eux. Notre partenaire ONG Charity fait cette donation au titre de l'année 2016. L'éducation de l'enfant ne saurait se limiter du seul don de l'argent. Le rôle des parents est plus important que tout ça. L'ONG El Farouk assiste les familles démunies. Je remercie l'ONG et ses partenaires sans qui cette donation ne peut être possible. Les heureux bénéficiaires du jour ont remercié l'ONG et tous ceux qui, par l'appui constant, ont aidé ou continuent d'aider les couches défavorisées de la société. Nous nous réjouissons de ce geste de la part de l'ONG. Cette assistance nous apporte du confort. Nous prions pour l'âme de nos défunts maris. Rappelons qu'au cours de cette cérémonie, les orphelins, en plus des jeux concours, ont également bénéficié des soins, notamment le déparasitage et l'administration de la vitamine A par l'association Action Médecine Préventive AMEC. Voilà une belle action qui fera sans doute tache d'huile. Après le sommet Afrique-France, le Mali s'apprête à abriter un autre événement d'une envergure internationale. Les 27 et 28 janvier se tiendra à Bamako la 12e conférence de l'UPCI, entendez-là, l'Union des parlementaires de la conférence islamique. 48 délégations étrangères sont attendues à cette occasion et 12 présidents des parlements ont déjà confirmé leur participation à cette rencontre qui planchera sur des questions liées au terrorisme et à la sécurité dans la Oumma islamique. Je vous propose d'écouter l'honorable Cham qui est membre de la sous-commission communication au niveau de l'Assemblée nationale du Mali. La conférence de Bamako, comme prévu, on vient du sommet de Bamako, maintenant c'est la conférence de Bamako. Cette conférence est une conférence des parlementaires du monde islamique qui regroupe à peu près une cinquantaine de pays qui sont présents à Bamako pour discuter des problèmes de la Oumma islamique dans sa globalité, mais de façon particulière de discuter, de parler du terrorisme qui est quand même un phénomène aujourd'hui lié plus ou moins à ce sens, comme on le dit, de l'islam. Donc aujourd'hui, ce phénomène va être discuté à un niveau supérieur par des parlementaires, par des représentants des différentes populations qui pourront quand même en débattre jusqu'à un certain niveau, et surtout aussi du problème palestinien quand même qui est quand même une sorte d'épine pour la Oumma qui a toujours existé, avec ce décor mondial qui est en train d'être changé aujourd'hui comme nous le voyons, donc
qui va être aussi un débat autour des différentes positions. Donc, la conférence de Bamako va être une conférence qui va quand même se tenir dans un moment un peu difficile pour notre pays, comme nous venons de voir ce qui s'est passé à Gao avec tout ce qui est comme désagréments et tout ce qui s'est passé. Mais il faut en parler, et il faut en discuter et trouver des solutions. Comme on le dit, le sommet de Bamako, nous venons de la réussir. D'abord, c'est l'aspect organisationnel à Bamako, l'aspect sécuritaire. L'aspect organisationnel, je crois que c'est toujours cette organisation qui va continuer, appuyée par des spécialistes pour que vraiment cette conférence puisse réussir à Bamako. Au-delà de cet aspect, il y a l'aspect sécuritaire. Sécurité, parce que qui parle aujourd'hui de conférence, la première des choses, c'est de voir est-ce que les gens vont le faire dans un cadre sécurisé. Donc, sécurité, on a vu que le sommet de Bamako a pu se tenir à cause de cette sécurité. Et cette sécurité va dépendre aussi bien des éléments de sécurité, mais de la population, qui a quand même concédé beaucoup de choses pour que vraiment cette sécurité soit une sécurité réelle. Peut-être que ça ne serait pas le cas comme le sommet de Bamako, mais on va demander encore à nos populations qui vont avoir des désagréments, un certain nombre de choses qui vont se faire à cause de cette sécurité, parce que c'est des personnalités qui vont se retrouver à Bamako dans un cadre, comme on le dit, surtout au niveau du CICB, vraiment dans la sphère du CICB, dans les gens du CICB, nous demandons à nos différentes populations de voir que ça serait un cadre un peu plus sécurisé. Au-delà de cet aspect, c'est les hébergements, les hôtels qui vont aussi être sécurisés, donc avec des désagréments que cela peut toujours poser à nos différentes populations. Surtout dans le périmètre de la conférence, surtout comme on a dit, qu'il y a quelque chose de très très important. C'est les présidents du Parlement et des pays, des différents pays, une cinquantaine de pays n'est pas quelque chose de facile. Non, cette grande conférence de Bamako avec l'UPCI, des parlementaires, est une conférence tant attendue depuis 2012 pour notre pays. Parce que depuis 2012, notre pays est dans une situation de tourmente qui est très très difficile pour nous. En 2014, on n'a pas pu le tenir à cause de l'Ebola. Et maintenant, merci, en 2017, on a pu vraiment on va tenir cette conférence chez nous, et déjà quelque chose de très important. Mais en termes de retombées, les retombées ne sont pas seulement économiques, c'est d'abord, moi je dirais même politique, parce qu'aujourd'hui notre pays a besoin de cette grande diplomatie pour faire voir aux gens tout ce qu'on est en train de dire sur le Mali n'est pas évident. C'est vrai, il y a des difficultés, c'est vrai, il y a des problèmes. Mais au-delà de cet aspect, quand même, il y a un aspect qui est très très important, c'est l'aspect image de notre pays. Aujourd'hui, nous avons des images qui ont été écorchées et que nous devons aujourd'hui pouvoir les corriger et pour amener quelque chose. Je crois que la conférence de Bamako va travailler beaucoup par rapport à ça, pour faire voir à l'ensemble de la Oumma islamique que notre pays est un pays, comme on le dit, fréquentable, c'est un pays normal, mais avec des difficultés. Et en termes de difficultés, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que la Oumma peut faire pour aider? C'est d'abord pousser encore nos partenaires, nos collègues, nos frères en islam, à pouvoir quand même nous aider à retrouver cette paix qui est aussi tant chère pour nos populations. Et je crois que c'est le plus important d'abord pour nous. Et au-delà de ça, il va y avoir quand même des retombées économiques. C'est quand même des hôtels qui seront pris, c'est l'aspect économique qui va quand même qui va se développer, c'est l'artisanat malien qui va en bénéficier, c'est un certain nombre, comme on le dit, du Mali vendu, qui est quelque chose auquel nous recherchons. Le tourisme malien est quand même dans une situation très très difficile, que nous le savons depuis un certain temps, l'artisanat malien qui souffre. Je crois qu'avec l'arrivée de ces autres, peuvent nous aider énormément à pouvoir sortir de cette situation, comme vient de faire le sommet de Bamako. Voilà donc une conférence qui est prévue à partir du 27 janvier. Nous ouvrons à présent la page consacrée à l'actualité internationale et je vous le disais en début d'édition également, la passation du pouvoir aux États-Unis a été faite sans anicroche entre les présidents sortants Barack Obama et rentrant Donald Trump vendredi dernier. Le magnat de l'immobilier américain, le milliardaire Donald Trump devient ainsi le 45e président des États-Unis d'Amérique. Les avis des Américains sont justement partagés entre espoir et crainte. Et c'est Oumar Kouyaté qui nous fait ici une analyse de cette investiture.
Donald Trump a été investi le 45e président des États-Unis lors d'une cérémonie solennelle à Washington DC, en présence des anciens locataires de la Maison-Blanche et d'une foule immense venue pour la circonstance. Le vendredi 20 janvier 2017 marque l'entrée officielle en fonction du nouveau président Donald Trump. La cérémonie d'investiture a été émaillée par des heurts. Les anti-Trump ont tenu à faire entendre leur voix et les partisans ont battu le pavé en tenant à manifester leur joie. Dès sa prise de fonction, Trump a signé son tout premier décret contre l'Obamacare. Dans ce premier texte, il donne l'ordre aux agences gouvernementales d'alléger les réglementations liées à l'Obamacare. Parmi les priorités du président, on trouve l'élimination de toutes les lois ayant trait au plan climat et l'adoption de mesures favorables à l'exploitation des gaz de schiste. Sur l'immigration, l'équipe Trump entend toujours construire un mur à la frontière avec le Mexique. Le 45e président des États-Unis est jusque-là en droite ligne de ses promesses de campagne. Il s'est aussi engagé à faire baisser le taux de criminalité. Le désormais successeur de Barack Obama aura du pain sur la planche puisqu'il lui faut composer avec toutes les composantes de la société, à savoir les musulmans et les latinos. Voilà, après les États-Unis, retour en Afrique et cap sur la Gambie. Les missions de bons offices conduites par les présidents guinéens et mauritaniens ont abouti au départ du président Yaya Jammeh à la tête de la Gambie. Le professeur Alpha Condé et Mohamed Ould Abdelaziz ont arraché cet accord le vendredi 20 janvier 2017, mettant fin à la crise post-électorale en Gambie. Nous retrouvons Oumar Kouyaté pour cette autre analyse. Au pouvoir depuis 22 ans en Gambie, le président Yaya Jammeh a finalement accepté de quitter le pouvoir après la médiation du président guinéen, professeur Alpha Condé, et son homologue de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz. Les deux chefs d'État ont foulé le sol gambien ce vendredi 20 janvier pour convaincre Yaya Jammeh de céder son fauteuil au président élu de la Gambie, Adama Barrow. Cette médiation de la toute dernière minute, accentuée par une pression militaire de la CEDEAO et les multiples défections des partisans du président Jammeh, a débouché sur son départ à la tête de la République islamique de Gambie. Je crois à l'importance du dialogue et en la capacité des Africains à résoudre eux-mêmes les défis de la démocratie. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de quitter la direction de cette grande nation, a déclaré le président Yaya Jammeh lors d'une allocution à la télévision nationale. À la mi-journée, Yaya Jammeh se trouvait encore à Banjul avec le président de la Guinée. Ce dernier a d'ailleurs souhaité s'envoler avec l'ancien homme fort de la Gambie. Pour l'heure, plusieurs hypothèses sont avancées quant à la possible destination de Yaya Jammeh. Outre la Guinée, il y a le Maroc et la Mauritanie. Le président Adama Barrow, qui a été investi le jeudi 19 janvier 2017 à Dakar, rentrera à Banjul sous bonne escorte de la CEDEAO. Voilà donc, c'est fini pour la crise post-électorale gambienne. Et c'est la fin de cette édition d'information. Juste avant de la boucler définitivement, cette information sportive, les Aigles du Mali qui viennent de s'incliner face aux Ghanéens sur le score de 1-0. Et nous espérons vraiment que les Aigles du Mali gagneront le troisième match pour espérer rester dans la compétition CAN Gabon 2017. Bon week-end à tous et à toutes, excellente suite de programme et à très bientôt.